Oui, Monsieur le Président, chers collègues, vu le problème de santé de Véronique Bourbigo, c'est moi qui vais faire le rapport de notre groupe sur le débat d'orientation budgétaire. Et elle doit nous regarder, je lui souhaite prompt rétablissement. Ainsi, j'ai compris que d'autres collègues qui ont de sérieux problèmes de santé et que j'adresse tous mes voeux aussi pour leur rétablissement. Donc, notre débat d'orientation budgétaire pour l'année 2024, bon, on l'a dit, le rapporteur nous l'a dit, c'est un contexte instable, lié aux tensions internationales, et ces conflits ont exacerbé notre dépendance stratégique qui avait déjà été mise en lumière par la pandémie. Donc, renforcement de l'incertitude sur le contexte financier. Alors, je ne pensais pas gloser sur les conditions d'adoption de la loi de finances et peut-être pour faire écho à notre rapporteur qui a évoqué que le 49.3 à répétition, bon, Madame Borne n'a pas encore atteint le record de Michel Rocard, hein, qui en a fait 28. Je crois qu'on doit être à 14 ou quelque chose comme ça. Mais dans nos collectivités, finalement, qu'est-ce qu'a voulu le constitutionnaliste, le pouvoir constitutionnel, le pouvoir constituant plutôt à l'époque, si on remonte à l'origine? C'est que tant au niveau national qu'au niveau local, il puisse y avoir une gestion continue et sans à-coups des collectivités, que ce soit l'État ou les collectivités territoriales. Alors, pour ça, il faut qu'il y ait des majorités suffisantes. Comme le mode de scrutin à l'Assemblée nationale ne garantit pas qu'il y ait une majorité absolue, puisque c'est le scrutin par circonscription, le 49.3 vient permettre à l'exécutif de gérer, d'assurer la continuité de l'État. Au niveau local, ce qui a été introduit, c'est la prime majoritaire. Parce que s'il n'y avait pas de prime majoritaire, ici, à Brest notamment, la liste d'union de la gauche et des écologistes n'a pas 50%. Donc, en fait, avec la prime majoritaire, nous fonctionnons, et c'est logique, nous fonctionnons avec un 49.3 permanent pour permettre la continuité de la gestion. Ben oui. Alors, cette loi de finances comporte des éléments importants pour les finances locales. Ils ont été cités par le rapporteur, je n'y reviens pas. Simplement peut-être que, comme ça a été évoqué ici aussi, sur cette dette verte qui est introduite dans la loi, sachant que nombre d'experts pointent le risque de greenwashing, c'est-à-dire de classer dans des investissements et une dette qui est assignée des investissements qui réellement n'auraient pas un impact positif sur l'environnement. Soyons très vigilants parce que quelle que soit sa couleur, la dette devrait être assumée. Nous relevons aussi avec intérêt l'inscription à l'horizon 2027 de la gestion de la collectivité dans un compte financier unique, dont il sera donc clair que c'est la traduction de la politique de l'exécutif. Et ceci n'a pas d'incidence, de notre point de vue, sur la notion de séparation de l'ordonnateur et du comptable, qui est un élément utile du contrôle, auquel, comme vous le savez, nous sommes très attachés. Alors au niveau national, la dette bat encore des records, ça pourrait encore s'alourdir, et dans la trajectoire des finances publiques à l'horizon de 2027, avec la remontée des taux d'intérêt, eh bien, on voit que l'impôt sur le revenu au niveau national servira exclusivement à rembourser les intérêts de la dette. Voilà où on en est du point de vue des finances publiques nationales. Alors revenons à la métropole. Dans ce débat d'orientation budgétaire, nous sommes à mi-mandat, c'est donc un instant de vérité pour nos finances. Nous voyons les glissements par rapport au plan de mandat et à la programmation pluriannuelle des investissements, avec des projets qui se retrouvent lissés jusqu'en 2029, soit la moitié du prochain mandat. Alors, Monsieur le Président, nous ne vous faisons pas grief d'adapter la programmation. Certaines causes sont indépendantes du local,
comme les ruptures d'approvisionnement, l'inflation. D'autres relèvent de votre gestion des projets, ce que nous considérons comme une insuffisante analyse des besoins en amont, qui évidemment s'invite en cours de route et les enveloppes prévues craquent. Néanmoins, nous admettons des remises en cause, à condition qu'elles fassent l'objet d'un débat clair. Et disons que ce n'est pas le cas. Nous ne voyons pas au nom de quels critères tel projet est reporté plutôt que tel autre. Comme nous l'avions dit l'an dernier, les indicateurs se dégradent avec un ratio de désendettement qui va atteindre les 12 ans sur le mandat. Nous sommes carrément en zone critique et cela pèsera sur le mandat suivant. Voilà pourquoi nous vous réitérons chaque année nos appels à la prudence, sans être totalement entendus. L'endettement de notre collectivité, déjà établi à un niveau élevé, arrive dans une zone préoccupante à l'horizon 2026. Face à cette perspective, vous augmentez les impôts en faisant passer la taxe sur le foncier bâti et le non bâti, la taxe d'habitation pour ce qui reste, de 3,72 à 4,12. Alors, peu importe que vous proposiez à Brest une baisse des taux, la ponction fiscale locale totale sur la métropole, sur les contribuables de la métropole, sera à la hausse. Et n'oublions pas la hausse du versement mobilité qui jouera en année pleine en 2024. Vous le savez, nous sommes opposés à ces augmentations de fiscalité. Un mot sur mon réseau grandi, dont la facture s'alourdit, passant de 180 à 225. Nos collègues Pierre Augur et Fabrice Jacob l'avaient souligné en séance du Conseil en pointant, outre le coût du projet et sa progression, la crainte que des projets favorables au développement des autres communes ne deviennent la variable d'ajustement. Il semblerait donc que vous avez entendu raison pour qu'une partie du surcoût n'affecte pas plus le budget communautaire. On lit donc dans votre rapport que vous faites la proposition, je cite, que le budget de la ville de Brest assume ce qui relève d'une demande municipale sur un grand projet communautaire. Il s'agit effectivement de gérer l'impact du projet sur les prospectives des finances publiques de la métropole en assumant la responsabilité brestoise. Dès lors, la ville de Brest propose à la métropole d'apporter un financement conséquent de 15 millions permettant de fixer le coût net réel à la terminaison du projet à 210 millions. La ville de Brest propose, écrivez-vous dans votre rapport. Mais la ville de Brest n'en a pas encore discuté, puisque le débat d'orientation budgétaire municipale ne se tiendra que le 12 décembre. Alors, vous vous souvenez peut-être que j'avais suggéré une inversion du calendrier des instances délibératives, pensant qu'il était plus logique, pour tout dire plus sain, que le conseil municipal se tienne avant celui de la métropole. Voilà une illustration de l'utilité de ce renversement. Je vous remercie.